All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Bonjour. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes aujourd'hui dans le prétoire ainsi que dans la galerie du public. Madame la greffière d'audience, veuillez appeler l'affaire, je vous prie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les juges, la situation au Mali, affaire le procureur contre Alassane Ag Abdulaziz, Ag Mohamed, Ag Mahmoud. Référence de l'affaire ICC 01 12 01 18. Nous sommes en audience publique. Merci beaucoup. Au nom de mes collègues, Madame le juge Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou et Monsieur le juge Marc Perrin de Brichambault, je vous souhaite la bienvenue à toutes les parties et participants et au suspect, Monsieur Alassane. Je souhaiterais maintenant inviter les parties et participants à se présenter. Je commencerai par le bureau du procureur. Madame Bensouda, s'il vous plaît. Mr. President. Madame Bensouda, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, le bureau du procureur est représenté aujourd'hui par Gilles Dutertre, premier substitut du procureur, Yannaden Modissoumine, premier substitut, Diane Looping, substitut du procureur, Raymond Sandoval, substitut du procureur, Marie-Claudine Oumoujoungui, assistant juridique, Sarah Coquillot, assistant juridique, Sania Bokoulik, gestionnaire du dossier, et moi-même, Fatou Bensouda, procureur. La défense, Madame Taylor, veuillez bien présenter votre équipe, s'il vous plaît. Good afternoon, Mr. La défense, Maître Taylor, bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge et tous mes collègues dans la salle d'audience. Mon nom est Mélina Taylor. Je comparais au nom de Monsieur Alassane avec mes collègues Marie-Hélène Prou, Mohamed Youssef, Dolly Chaala et Marie-Noël Delille. Monsieur le Président, honorable juge, bonjour. L'équipe de représentants légaux se compose ce matin par Maître Mayombo Kassongo, moi-même Maître Seydou Doumbia. Nous avons à nos côtés Madame Claire Laplace, ainsi que Prisque, Madame Prisque Biyeke Dipanga. Monsieur le Président, nous devrions être avec Maître Fidel Sita, qui malheureusement est empêché cet après-midi pour cause de santé. Il vous dit bonjour. Merci. Merci beaucoup, Maître. Je vais maintenant présenter mes collègues, les juges de la chambre préliminaire numéro 1. Se trouve à ma droite Monsieur le juge Marc Perrin de Brichambault et à ma gauche se trouve Madame la juge Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou. Et en dernier lieu, je me présente, je suis quant à moi Peter Kovac, juge président de cette chambre. J'aimerais maintenant apporter quelques précisions. Et je commencerai par vous parler de la nature de cette audience ainsi que du rôle que cette chambre préliminaire doit jouer. Nous en sommes au stade préliminaire de l'affaire et cette chambre n'a pas à se prononcer sur la culpabilité
ou sur l'innocence de M. Alassane. Notre devoir consiste à déterminer s'il existe des preuves suffisantes pour établir des motifs substantiels de croire que M. Alassane a commis les crimes qui lui sont reprochés tels que le dispose l'article 61, paragraphe 7 du statut de Rome. La Chambre souhaiterait également réitérer les principes généraux qui vont orienter cette audience. Premièrement, la présomption d'innocence s'applique conformément à l'article 66 du statut de Rome. Deuxièmement, la charge de la preuve revient au procureur. En conséquence, le procureur devra fournir suffisamment d'éléments de preuve pour prouver les charges présentées contre M. Alassane, conformément à la norme d'administration de la preuve prévue à l'article 61, para 7 du statut. Troisièmement, la défense bénéficie de l'ensemble des droits garantis par l'article 61, para 6 et l'article 67 du statut. Finalement, même si la règle générale est que cette audience doit être publique, il se peut, afin de protéger des informations confidentielles, notamment au regard des témoins, que nous soyons obligés de passer en audience à huis clos ou à huis clos partiel. Selon l'ordonnance portant calendrier aux fins de l'audience de confirmation des charges, le procureur dispose de 6 séances d'1h30 pour présenter ses observations orales. Les représentants légaux des victimes disposent d'une séance d'1h30 et la défense dispose de 6 séances de 1h30. Le temps accordé inclut le temps pour répondre aux questions qui ont été distribuées avant l'audience. Les parties et participants disposeront ensuite de 30 minutes pour présenter leur déclaration finale. Comme indiqué dans l'ordonnance modifiant l'ordonnance portant le calendrier de l'audience de confirmation des charges, ces déclarations finales auront lieu le 17 juillet 2019. J'aimerais ajouter que si l'une ou l'autre des parties et participants n'utilise pas le temps qui lui est accordé dans le calendrier, la présentation d'un exposé peut être avancée même si elle n'était pas prévue lors de la séance en question. Ainsi, les parties et participants doivent être prêts à tout moment et faire preuve de souplesse. J'aimerais également vous rappeler certains aspects techniques pour le bon déroulement de l'audience. Lorsque les parties et participants feront référence à des éléments de preuve, ils devront indiquer le niveau de confidentialité du dit élément de preuve et préciser s'il est nécessaire de passer à huis clos ou à huis clos partiel. La Chambre rappelle également aux parties et participants que lors des audiences publiques, elles ne devront pas utiliser les noms des victimes et des témoins, mais uniquement faire référence à leur code ou pseudonyme. En dernier lieu, j'aimerais rappeler aux parties et participants de ne pas parler trop vite. En effet, j'enjoins aux parties et participants d'attendre 5 secondes après chaque phrase, car il y a une interprétation simultanée de cette audience, notamment vers l'arabe. Conformément à la règle 122 alinéa 1 du règlement de procédure et de preuve, je dois demander à la greffière d'audience de nous donner lecture des charges présentées par le procureur dans son document contenant les charges. Cependant, je me tourne vers M. Alassane. Souhaitez-vous, M. Alassane, que les charges soient lues ou bien estimez-vous avoir parfaitement connaissance des charges qui sont portées contre vous? أنا على علم بها. Merci beaucoup. Ceci dit, M. Alassane, j'espère sincèrement que vous avez compris la nature des charges qui sont reprochées par le procureur. نعم فهمتها. Monsieur Alassane, j'ai compris les charges. Je vous en remercie. La Chambre rappelle
Comme vertu de la règle 122 alinéa 3 du règlement de procédure et de preuve, les parties ont la possibilité de, je cite, soulever des exceptions ou présenter des observations au sujet d'une question touchant à la régularité des procédures qui ont précédé l'audience. La Chambre rappelle également aux parties qu'en vertu de la règle 122 alinéa 4 du règlement de procédure et de preuve, les exceptions qui sont soulevées ou les observations qui sont présentées en application de la disposition de la règle 122 alinéa 3 du règlement de procédure et de preuve ne peuvent plus l'être par la suite, ni lors de la procédure de confirmation, ni lors du procès. Je m'adresse donc aux parties afin qu'elles nous indiquent si elles ont l'intention de soulever des exceptions ou présenter des observations en vertu de la règle 122, alinéa 3 du règlement de procédure et de preuve. Madame la procureure, vous avez la parole. Madame Bensouda, pas d'exception, Monsieur le Président. Je demande maintenant à la défense si elle entend soulever des exceptions ou présenter des observations en vertu de la règle 122.3 du règlement de procédure et de preuve. Madame Taylor, vous avez la parole. Maître Taylor, merci, Monsieur le Président. Oui, nous avons l'intention de soulever 3 questions. Je pose la question à la Chambre de savoir si nous devons soulever ces questions maintenant ou plus tard. Maître Taylor, merci Monsieur le Président, Monsieur, Madame les juges. Je vais aborder 3 points. Et mon collègue, Maître Cool, abordera une autre question avant la fin de mon intervention. Monsieur le Président, Monsieur et Madame les juges, comme Robert H. Jackson l'a dit, le monde ne respecte pas de tribunaux, de juridictions qui sont organisées simplement pour condamner des suspects. Et je vous dirais que cela vaut aussi pour les procédures judiciaires qui sont organisées pour des questions prédéterminées. À titre d'exemple, pour confirmer les charges retenues ou reprochées à un suspect en particulier. Pour cette raison, l'objectif ou l'objet de cette confirmation ou de cette audience de confirmation des charges, c'est de filtrer les éléments de preuve comme le juge Cohn l'a indiqué dans son opinion dissidente dans l'affaire Routo. La confirmation des charges peut avoir des conséquences négatives importantes pour la personne contre lesquelles les charges ont été retenues, y compris la stigmatisation injustifiée par le public. Pour la Cour elle-même, cela peut entraîner des coûts considérables et correspondre à un manquement à la nécessité de veiller à ce qu'il y ait une économie de la justice. Cela étant, la défense a 3 raisons de craindre que le but ou que le filtre qu'est censé être l'audience de confirmation des charges ne s'appliquera pas en l'espèce. Et les 3 raisons sont les suivantes. Premièrement, le manque de supervision judiciaire s'agissant des enquêtes du bureau du procureur et le régime de divulgation en l'espèce. Deuxièmement, l'organisation de cette audience de confirmation des charges elle-même, notamment à la lumière des 43 questions qui ont été communiquées aux parties vendredi soir. Et troisièmement,
la composition de la chambre préliminaire elle-même, et tout particulièrement ce qui a trait à la participation continue de la juge Alapini Gansu. S'agissant de notre premier moyen, pour rappeler la position du juge Cole dans l'affaire Ruto, il a discuté de l'importance des enquêtes impartiales et rapides lors de la phase de pré-confirmation. Selon le juge Cole, pour respecter l'esprit et la lettre de l'article 44.1 du statut et les droits de l'accusé ou du suspect, tels que prévu à l'article 67, il est absolument indispensable que l'accusation diligente des enquêtes qui portent sur tous les facteurs qui permettront au juge d'apprécier tous les faits de l'espèce. Et cela comprend notamment et nécessairement les éléments à charge et à décharge. Et si cela ne se produit pas, si on a procédé à l'emporte-pièce, si on a mené des enquêtes simplement pour prouver la culpabilité, eh bien, selon le juge Cole, le fait de confirmer les charges comporte un risque, pour ne pas dire que ce serait un acte irresponsable. Si, après la confirmation des charges, il s'avérait qu'il serait impossible de collecter de plus amples informations pour atteindre le seuil d'administration de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, eh bien, l'affaire en question peut s'effondrer et peut y avoir des conséquences considérables, notamment pour la Cour et les victimes, qui nourrissent beaucoup d'espoir à l'égard de cette Cour. Les propos tenus par le juge Cole, cette mise en garde, a été très prophétique s'agissant de l'affaire Kenyan, qui s'est effondrée au stade du procès, somme toute. Et je regrette de préciser pour le compte de la défense que cela s'applique également en l'espèce. C'est-à-dire que le bureau du procureur a diligenté des enquêtes sur des événements survenus à Tombouctou avec les yeux grands fermés. Et en conséquence de cela, même s'ils réussissent de faire démarrer l'affaire au stade préliminaire, il y a un risque considérable que cela s'effondre au stade du procès. Et ce, vu la nature non fiable des éléments de preuve sur lesquels ils se sont fondés. Tout au long de cette procédure, ma conseil va expliquer au juge de cette chambre ce que la chambre n'entendra pas lors de cette audience, à savoir le contexte absent relatif aux crimes commis par les autorités maliennes contre les Touaregs et la situation désespérée des Touaregs du Nord, qui a précédé et accompagné les événements visés par la période des charges. Mais pour les besoins de cette audience d'aujourd'hui, j'ai l'intention de me focaliser précisément sur le fait que le bureau du procureur n'a pas diligenté d'enquête et n'a pas divulgué des éléments de preuve à décharge au titre de l'article 67.2 du statut. Cet article a été prévu justement pour couvrir des informations relatives à la culpabilité ou à l'innocence, ainsi que toute information susceptible de saper la crédibilité des éléments de preuve présentés par l'accusation. Et cette dernière catégorie est particulièrement importante puisqu'elle porte également sur la condamnation criminelle, sur les liens et les contacts entre les témoins, ainsi que toute autre information susceptible d'avoir un impact sur la fiabilité des éléments de preuve. Le bureau du procureur a commencé ses enquêtes en 2013 et à l'évidence a commencé à cibler M. Alassane en 2013. 2017 se reprend l'interprète. Mais tout au long de cette période, le bureau du procureur prétend n'avoir collecté que 20 éléments de preuve potentiellement à décharge. Ce qui veut dire que sur les 20 104 éléments de preuve qui ont été divulgués en tout, l'accusation estime que seules 20 pièces tentent à disculper M. Alassane, à atténuer sa culpabilité ou
sape la crédibilité et la fiabilité des éléments de preuve dont dispose le bureau du procureur. Par conséquent, on a l'impression que pour éviter une surveillance, une supervision judiciaire en matière de des conséquences d'une non-divulgation, la règle qui semble être respectée, c'est de tout remplacer par une règle où rien n'est considéré comme étant à décharge. Mais pour cette catégorie en particulier, en ce qui concerne les informations qui sapent ou qui nuisent à la crédibilité des éléments de preuve du procureur, nous savons qu'il existait des éléments de preuve à décharge qui étaient sous les yeux du procureur. Et le procureur a choisi de détourner les yeux de cela. Et cela est démontré de façon très claire par le dossier de cette affaire, les transcriptions des auditions avec M. Alassane. Il devrait donc être clair de la version publique du document de notification des charges préparé par le bureau du procureur que le procureur se fonde principalement sur des confessions alléguées, sur des informations qui auraient été fournies par M. Alassane lui-même. On n'a qu'à penser aux paragraphes 116, 107, 209, etc. 116, 207, 227, etc. En fait, le bureau du procureur se fonde sur sa déclaration et cela est confirmé dans 507 notes de bas de page du document de notification des charges. Et s'agissant de 224 de ces notes de bas de page, les seuls éléments de preuve sur lesquels se fonde l'accusation, ce sont les déclarations ou les propos de M. Alassane. Donc, toute information concernant l'admissibilité, la fiabilité de ces déclarations démontre qu'elles tombent sous le coup de l'article 67 du statut. Et nous savons que de tels éléments de preuve existent et que le procureur a tout simplement fait fi de cela, puisque M. Alassane lui-même l'a présenté ou a attiré l'attention du bureau du procureur sur cela lors de son premier interrogatoire. Je pense précisément à la période où il a été interrogé. Il était en détention dans un lieu notoire s'agissant des violations des droits de l'homme. En fait, la réputation était telle, de ces lieux était telle qu'on n'a qu'à lire la transcription des interrogatoires et on peut y lire que la personne qui était interrogée le décrivait comme étant similaire à Guantanamo Bay. Et l'enquêteur du procureur a répondu en disant qu'en Europe, c'est un peu la même chose. Et on exige que les Africains détiennent les terroristes, et c'est souvent dans ce genre de situation, ce genre de circonstances. Mais en tout état de cause, et je faisais référence au document MLIOTP 01900797, en tout état de cause, l'accusation n'avait pas besoin de faire une recherche sur Google pour déterminer qu'il y avait des violations des droits de l'homme, car dès le premier jour de son interrogatoire, M. Alassane a déclaré aux enquêteurs qu'il avait été torturé, qu'il avait été battu, qu'il avait été menacé de mort s'il ne respectait pas une déclaration précise ou un récit précis. Mais étant donné que le bureau du procureur de la CPI a le mandat d'enquêter sur des actes de torture et sur des détentions arbitraires, on se serait attendu à ce que le procureur explore ces allégations d'une manière détaillée et consciencieuse pour déterminer si des crimes ont été commis. Mais au lieu de cela, l'accusation ou les enquêteurs de l'accusation du bureau du procureur ont tout simplement changé de sujet et ont continué à interroger M. Alassane sur des événements survenus en 2012, alors qu'ils auraient dû comprendre clairement que tout enquêteur digne de ce nom aurait dû savoir que les éléments de preuve obtenus dans de telles circonstances n'ont pas de valeur probante considérable. Il semblerait également qu'ils ont décidé que ce lieu était un terreau fertile pour obtenir des témoins potentiels qui sont désespérés, qui sont vulnérables, et ils ont par conséquent interrogé d'autres personnes détenues dans le même lieu. En somme, même si l'article 54.1 fait l'obligation au bureau du procureur d'enquêter d'une manière qui respecte les droits
du suspect, il semblerait qu'en l'espèce, le bureau du procureur a tout simplement fait fi des allégations de torture. Et ce, simplement parce que la victime était également suspecte devant cette cour. Et la situation n'a pas changé lorsque M. Alassane a été transféré à la CPI. En effet, dès la première occasion, sa première comparution devant cette cour, M. Alassane a donné comme instruction à son avocat d'informer la Chambre qu'il avait été maltraité lors de son arrestation et son détention au Mali. Mais cette plainte est tombée dans l'oreille d'une chambre sourde. Au lieu de diligenter une enquête indépendante sur les circonstances et le traitement de M. Alassane pendant sa détention, le procureur a tout simplement proposé d'interviewer ou d'interroger M. Alassane à nouveau. Ce n'est absolument pas la solution qu'aurait souhaité avoir une personne qui a été déjà interrogée 19 fois. Ensuite, l'accusation a utilisé ces déclarations pour justifier l'imposition d'un régime de détention restrictif que nous ne sommes même pas autorisés à discuter en public. Le bureau du procureur a également entravé les efforts de la défense pour enquêter sur ces questions de façon indépendante. En effet, ils ont refusé de divulguer des informations à l'évidence pertinente pour ce qui concerne la recevabilité ou l'admissibilité de sa déclaration. Ou alors, ils nous ont proposé des éléments d'information de façon fragmentaire et tardive. Et ce manque de divulgation a été exacerbé par le manque de supervision, surveillance judiciaire. La règle 121.2 invite la chambre préliminaire, ou fait l'obligation à la chambre préliminaire de rendre des décisions relatives à la divulgation en vue de veiller à ce que l'accusation respecte toutes ses obligations. Le paragraphe ou l'alinéa B fait l'obligation à la chambre préliminaire de tenir des conférences de mise en état pour que l'échange d'informations se déroule dans de bonnes conditions. La chambre a refusé de rendre de telles décisions ou d'organiser des conférences de mise en état. Et en conséquence, il y a encore des requêtes en divulgation d'éléments de preuve qui sont encore en suspens, sur lesquels la Chambre n'a toujours pas tranché, alors qu'aujourd'hui commence l'audience de confirmation des charges. La Chambre a également fait fi d'une requête de la défense pour tenir une conférence de mise en état afin de discuter de l'impact des retards sur la procédure, vu les conditions de détention de M. Alassane. Et cette requête a été déposée le 14 mars 2019. Et ce manque de décision judiciaire pose problème à deux niveaux. D'abord, on a l'impression qu'il y a une impunité s'agissant de l'accusation. Le bureau du procureur sait maintenant qu'il n'y aura pas de conséquences s'il ne respecte pas les obligations en matière de divulgation. Et cela se reflète dans le fait qu'ils ont refusé de se conformer à des requêtes en divulgation. Et cela se reflète également dans le fait qu'ils ont à maintes reprises fait fi de décisions judiciaires et de délais imposés par la Chambre pour la déposition des charges en l'espèce. Je fais référence aux échanges contenus dans l'annexe 3 de notre liste de sources. Deuxièmement, cette absence de décision a retardé les enquêtes que pourrait diligenter la défense. Notre requête, afin d'obtenir des informations nécessaires pour mener des enquêtes et l'absence de décision signifie que nous en sommes encore au stade préliminaire de nos enquêtes et de notre préparation. Cela se traduit par un déséquilibre dans la procédure. D'une part, le bureau du procureur a disposé d'amplement de temps et de possibilités de faire avancer son dossier. Et d'autre part, la défense a à peine quitté
la ligne de départ. Et si les charges sont confirmées, cela continuera d'avoir des conséquences importantes pour ce qui concerne les droits dont dispose le suspect s'agissant d'un procès rapide. Donc la préparation, qui est un droit fondamental, a été déplacée au stade du procès. Ce qui m'amène au deuxième argument concernant l'organisation de la procédure de confirmation elle-même. La Chambre préliminaire a consacré à peine 6 jours à la question de déterminer si le seuil relatif au mandat d'arrêt a été satisfait ou pas. Or, la procédure de confirmation dure depuis 15 mois maintenant, ce qui est une période très très longue pour maintenir en détention une personne qui n'a pas encore fait l'objet de charges officielles. Le bureau du procureur a également été autorisé à déposer un document de 500 pages pour notifier les charges, ce qui est un document très volumineux et très complexe, où il est difficile d'établir les paramètres de responsabilité en l'espèce. Le juge unique a justifié sa décision d'accorder cette dernière requête sous prétexte que la production d'un seul document apporterait plus de clarté et de sécurité judiciaire et apporterait plus de clarté puisque le cadre de référence serait exhaustif et qu'il contiendrait des éléments de preuve ou des citations, des références aux éléments de preuve et aux allégations qui seront pertinentes en l'espèce. Et en établissant le calendrier de cette audience, le juge unique a insisté davantage sur le fait que la présentation d'arguments par oral lors de l'audience ne devrait pas constituer une source d'information, mais devrait être un simple résumé par oral des écritures déposées dans le cadre en réponse à un document de 500 pages. Ce cadre censé être clair a été rejeté du revers de la main ou sapé par la décision de la Chambre qui a demandé à l'accusation de répondre à une liste de 43 questions distinctes, liste communiquée vendredi dernier. Les questions ne concernent pas uniquement des questions de procédure ou des questions de droit. Dans bien des cas, il semblerait que la Chambre invite l'accusation à élargir la portée de ces charges et de soulever de nouveaux éléments probatoires lors de l'audience de confirmation des charges, des éléments qui n'auraient pas été divulgués avant la tenue de cette audience. Et les toutes premières questions reflètent d'ailleurs cette approche. À titre d'exemple, la version actuelle du document de notification de charge déclare clairement que l'administration civile à Tombouctou a choisi de partir avant l'arrivée d'Ansardine. Paragraphe 107 du document. La défense s'est fondée sur cette affirmation en vue de cette audience d'aujourd'hui. Mais dès la question numéro 1 de la Chambre préliminaire invite maintenant le bureau du procureur à changer sa thèse carrément et de faire valoir que l'administration civile a été obligée de partir ou de s'enfuir, qu'il y a eu des incendies, qu'ils ont été forcés de quitter les lieux. Il y a également des questions relatives à des violences sexuelles et la Chambre préliminaire a invité l'accusation à compléter ces faits matériels en y ajoutant des allégations supplémentaires, celles du représentant légal des victimes. Conséquence de tout cela, l'audience de confirmation des charges devient dès lors un mini-procès, mais sans qu'il y ait les protections qui sont garanties par un procès, ou sans qu'il y ait les protections qui sont en principe octroyées au stade de la confirmation des charges. À cet égard, l'article 61 et la règle 121 du règlement de procédure d'épreuve prévoient deux mesures de protection qui, de l'avis de la défense, n'ont pas été respectées en l'espèce. Premièrement, la règle 121
exige du procureur de déposer son document de notification des charges au moins 30 jours avant la tenue de l'audience de confirmation des charges. Si l'accusation souhaite changer la date de l'audience des confirmations des charges, elle peut le faire, mais pas au plus tard 15 jours avant la date fixée pour l'audience. Au paragraphe 8 de la règle 121 du règlement de procédure et de preuve, il est fait une interdiction à la chambre préliminaire de prendre en considération toute charge ou élément après cette date butoir. Mais en conséquence de ces nouvelles questions, de ces nouveaux sujets, la défense entame cette phase de la confirmation des charges sans savoir clairement quelles sont les charges auxquelles elle doit répondre, ni quelle en est la cause ou la teneur même de ces charges. Nous avons une autre préoccupation qui découle du fait que les interrogations posées par la Chambre préliminaire semblent découler des observations faites par les représentants légaux des victimes qui ont été déposées jeudi dernier. La Chambre préliminaire se fonde sur ces observations et cela nous pose problème au plus haut point, et ce pour diverses raisons. D'abord, les deux problèmes fondamentaux sont les suivants. La première question concerne la nature de ces observations. Elles tendent à faire référence à des articles qui portent préjudice, qui n'ont jamais été divulgués ni présentés dans cette affaire. La décision relative à la participation des victimes n'accorde aucun droit aux victimes, ne les autorise pas non plus à présenter des éléments de preuve. Ils ne devraient pas avoir de droit à ce stade-ci de la procédure. Et la défense n'a reçu aucune information relative aux personnes qui bénéficient du statut de victime. Nous n'avons pas reçu des versions expurgées de leurs demandes. À toute fin utile, ce sont la défense doit faire donc face aux allégations du procureur et celles des victimes. On fait référence à M. Alassane au paragraphe 50, par exemple, comme étant une personne accusée, ce qui implique ou qui insinue que les charges ont déjà été confirmées. Par conséquent, ces allégations sont préjudiciables et donc peu fiables. Or, elles permettraient éventuellement à l'accusation d'élargir la portée de ces charges. La Chambre préliminaire, en se fondant sur de telles allégations, contrevient à sa propre décision. La participation des victimes doit se faire dans le cadre existant des charges telles qu'elles ont été définies par l'accusation. Je fais référence à la décision dans l'affaire Lubanga 1432, paragraphes 62 à 65. La deuxième préoccupation que nous avons sur le fait que la Chambre préliminaire se fonde sur les observations des victimes est le suivant. Il découle de la participation antérieure de la juge Alapini aux travaux d'une commission d'enquête malienne. Je m'explique. La défense a des motifs de croire que la juge Alapini a commencé à participer avec les victimes et avec les intermédiaires de ces victimes. Elle a même prodigué des conseils sur la formulation de plaintes devant des juridictions nationales en ce qui a trait aux violences sexuelles reprochées à M. Alassane. Le droit à un procès équitable et impartial est le fondement même d'un procès équitable. Le suspect doit avoir le droit d'être écouté, d'être entendu, de savoir que la Chambre est impartiale, qu'elle pondérera les arguments présentés devant elle et qu'elle rendra somme toute une appréciation ultime. Ce droit est fondamental s'agissant d'une personne qui doit composer avec le poids de l'opinion publique et la force du bureau du procureur. Pour toutes ces raisons, l'article 41.2 fait une obligation
incontournable aux juges de soulever quelques questions que ce soit susceptibles d'avoir un impact sur leur capacité à statuer sur une affaire d'une manière impartiale. Et cette obligation est indispensable pour assurer l'équité du procès, parce que les parties ne sont pas toujours en mesure d'identifier les conflits potentiels. La défense est particulièrement handicapée du fait qu'elle n'a pas accès au nom des victimes et des témoins, ni au nom des intermédiaires. La défense ne peut pas non plus percer le voile de la confidentialité des enquêtes. Elle ne sait pas comment, dans quelles conditions les enquêtes se sont déroulées et qui y a pris part. Conformément à cette obligation, les juges attirent l'attention de la présidence sur toute question susceptible d'avoir une incidence sur l'apparence d'un procès équitable et juste. Par exemple, dans l'affaire Al-Bashir, le juge Monaghan, de sa propre initiative, a parlé de son implication préalable dans la Commission africaine des droits de l'homme et une résolution concernant la situation au Soudan. Et cela a eu que cela pouvait créer une apparence d'impartialité dans son rôle de juge dans l'affaire Al-Bashir. Et elle s'est récusée parce que, premièrement, sa récusation a été rejetée, premièrement parce que la mission d'exploration des faits n'avait pas traité d'allégation de génocide, et deuxièmement, le juge Monaghan n'avait pas été personnellement impliqué dans cette mission de détermination des faits. Elle avait simplement approuvé une résolution en ce qui concerne la nécessité de telles enquêtes. Maintenant, la défense avait clairement indiqué qu'elle considérait que ces questions avaient une importance fondamentale pour ce qui est des droits à un procès équitable pour M. Al-Hassan. Nous nous serions attendus à ce qu'un juge dans une situation similaire soulève ces questions pour protéger l'intégrité de la procédure, ce qui n'a pas été le cas. En conséquence, la défense a dû consacrer ses ressources et son temps déjà limité à examiner ces questions qui auraient dû être traitées en amont de cette audience. Après avoir mené une recherche approfondie sur ces questions, nous avons identifié des problèmes extrêmement préoccupants. En 2013, la juge Alapini Gansou a été désignée par la Commission africaine sur les droits humains des peuples pour mener une enquête, une mission au Mali s'agissant des événements en 2012. Et dans un document indiquant son mandat, il y a justement un tableau des autorités. La première mission a été menée en juin 2013. La juge Alapini a commencé personnellement à être impliquée dans la commission, à diriger la commission, à rédiger le rapport et a eu des interactions avec plusieurs personnes qui pourraient être des témoins ou des victimes participantes dans cette affaire. Lors d'une conférence de presse le 7 juin 2013, qui a eu lieu au même moment que cette mission, la délégation a informé le public malien que l'objectif de cette mission était de prouver la culpabilité des auteurs de violations des droits de l'homme pour ensuite les présenter devant des tribunaux nationaux ou, si nécessaire, devant des cours internationales ou subnationales. Cela figure dans le rapport d'Amnesty International. Ce document figure en numéro 2 dans notre liste des autorités présentées, des textes présentés. Le rapport de mission, qui est le numéro 3 de notre liste, a été présenté lors de la 53e session de la Commission africaine sur les peuples et les droits humains. Et ce rapport tire des conclusions en ce qui concerne les crimes allégués commis par Ansar Dine en application
de la mise en œuvre de la loi de la charia à Timbuktu. Par exemple, le paragraphe 53 déclare la chose suivante. En ce qui concerne la mise en œuvre de la charia, la délégation a appris que des actes épouvantables tels que le lancement de pierres, les flagellations, des amputations ont été effectuées pendant la période de l'occupation. D'après les informations réunies, ces actes ont été commis par des groupes islamiques armés, en particulier Ansar Din et AQMI. Un système de justice sommaire a été ainsi établi. Ce libellé fait écho aux allégations de l'accusation dans cette affaire. Au paragraphe 90, le rapport indique, étant donné la longueur de la période pendant laquelle les violations des droits de l'homme ont été commises et le nombre de victimes en cause, il ne fait aucun doute qu'il y a eu des violations des droits de l'homme graves et de masse. Aucun doute. Ce qui ne nous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre ici dans cette salle d'audience pour déterminer si de telles violations ont effectivement eu lieu. Paragraphe 91. Le rapport indique des viols commis contre des femmes et des filles pendant la crise sont des crimes contre l'humanité et doivent faire l'objet d'un procès devant la Cour pénale internationale en l'absence d'action de la part des autorités maliennes, du gouvernement malien. La question de savoir si le viol a effectivement eu lieu d'une manière systématique et de grande échelle en application de la politique d'une organisation, eh bien, ça c'est une question qui devrait être posée dans cette affaire et pendant cette audience. Du 1er au 3 juillet, le mois suivant, la juge Alapini a été invitée par des associations de droits de l'homme pour diriger un atelier en ce qui concerne les violations des droits de l'homme et pour faciliter un échange d'informations entre les décideurs et les militants des droits de l'homme. Dans son rapport à la Commission africaine, lors de sa 54e session, il s'agit du document numéro 4, dans notre liste de documents, la juge Alapini indique que le lien entre cette composante et le travail en cours enquêtant sur les violations des droits de l'homme en Mali par différents acteurs ne saurait être suffisamment mise en lumière. Au paragraphe 19 de ce même rapport, la juge indique que selon l'expérience de la Commission pour ce qui est de l'examen des droits de l'homme lors de cette mission visant à déterminer les faits en particulier, eh bien qu'il fallait qu'il y ait cet échange d'informations. En outre, en tant que chef de cette composante essentielle en matière de droits de l'homme dans la mission de l'Union africaine au Mali, c'est une mission qui avait pour objectif de surveiller les droits de l'homme au Mali. Eh bien, il est logique qu'elle partage cette expérience acquise sur le terrain et que l'importance des enquêtes menées sur les violations pour combattre l'impunité soit mise en lumière. J'ai aussi indiqué l'objectif dans cette documentation qui ne saurait se limiter à la dénonciation des actes, mais également à la planification d'activités futures pour traiter de ces cas de violation. Lors d'une conférence qui s'est tenue en octobre 2013, la juge Alapini a informé la presse que les conclusions concernant les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire au nord du Mali étaient importante et que cela incluait des cas de détention illégale, de violation du droit à un procès équitable et que cela était lié. Et cela, évidemment, encore une fois, est lié aux allégations dans cette affaire. Il s'agit du document numéro 5 dans notre liste des documents. Madame le juge Alapini
il y a vraiment une distinction extrêmement légère entre les motifs substantiels et importants de croire qui doivent être appliqués dans cette audience et ce que vous avez fait précédemment. De novembre 2013 à avril 2014, la juge Lapini a agi en tant que chef de la composante droits de l'homme de la mission de l'Union africaine au Mali. Et il semblerait qu'en cette capacité, la juge Lapini a commencé à étudier les éléments de preuve en ce qui concerne les actes commis à Timbuktu et à prendre contact avec des militants locaux et des autorités impliquées dans ces enquêtes au niveau national. Cela incluait notamment rencontrer directement les victimes. Madame le juge Lapini, dans son rapport, explique qu'elle a fourni une assistance directe aux autorités maliennes s'agissant des questions de réconciliation et de justice. Il s'agit du document numéro 4, paragraphe 7 à 10. En mars 2014, il s'agit d'une conférence de presse. Eh bien, la juge Lapini a également eu un rôle lorsqu'elle a rencontré des détenus qui avaient été arrêtés pour des crimes allégués commis dans le Nord et qu'elle les a interrogés en ce qui concerne ces crimes. Document numéro 6. Il y a aussi, dans le rapport au sujet de cette mission, une citation d'observateurs. Il s'agit du document numéro 7 en ce qui concerne les crimes allégués commis en 2012. En juin 2014, la juge Lapini a participé à une série d'ateliers et à une conférence de presse à Bamako avec des juristes des droits de l'homme, la MDH notamment, avec pour objectif d'établir une collaboration entre le juge Lapini et le bureau de l'Union africaine et d'autre part les ONG en question. Il s'agit du document numéro 8, page 6. Ces ONG ont été à l'origine d'une plainte pénale au niveau national contre M. Alassane pour des allégations de violences sexuelles. D'après également des articles de l'époque dans les journaux, il s'agit du document numéro 9, le 24 juin 2014, la conférence de presse a été accueillie par la FIDH pour discuter du statut et des difficultés associées aux plaintes en ce qui concerne les allégations de violences sexuelles, en ce qui concerne en particulier les difficultés s'agissant des preuves. Le problème est que les victimes, en particulier, ne souhaitaient pas se présenter et se manifester. Le 30 juillet 2014, la section des droits de l'homme a accueilli une conférence d'information avec des ONG locales et des juristes. Il s'agit du document numéro 10, page 4. Pendant cette conversation, eh bien, la FIDH et les ONG présentes ont présenté leur rapport d'avril 2014 rédigé par le juge, justement, et apporter des documents en ce qui concerne les abus en matière de droits de l'homme commis au Mali, avec des conclusions en ce qui concerne les crimes qui auraient été commis par Ansar Dine à Timbuktu. Les participants ont également été avertis de possibilité d'intégrer ces éléments dans les plaintes au sujet de ces violations. En novembre 2014, la juge Lapini également a participé à une conférence de coopération accueillie par la FIDH à Paris et l'objectif était de discuter de stratégies pour permettre la présentation des auteurs de crimes et leur faire rendre des comptes. Il s'agit du document 11 et du document numéro 8 dans notre tableau.
En mars 2015, la FIDH et d'autres ONG ont déposé une plainte contre M. Alassane au sujet d'allégations de violences sexuelles. Ces plaintes ont été utilisées par l'accusation dans cette affaire. Paragraphe 290 de la requête pour le mandat d'arrêt. Il y a donc tout cet historique dans la procédure et la défense de M. Alassane fait valoir qu'il y a des motifs raisonnables de conclure que d'abord le juge Al-Lapini a été préalablement impliqué dans les procédures à l'encontre de M. Alassane en une capacité d'enquêteur et de conseil. Deuxièmement, et à titre subsidiaire, que son implication a eu un impact sur l'apparence d'impartialité nécessaire dans cette affaire. En ce qui concerne le premier motif, d'après l'article 41.2a, ce motif est suffisant pour contester la présence continue du juge Al-Lapini dans cette affaire. L'article s'encadre plus généralement. L'article cite plus spécifiquement le fait que le juge doit être récusé d'une affaire, selon ce paragraphe, si, entre autres, le juge a été impliqué précédemment en quelque capacité que ce soit dans une affaire devant la cour ou une affaire ayant un lien avec ces procédures pénales au niveau national et à l'égard de la personne faisant l'objet de l'enquête ou de la poursuite. Cette interdiction, par conséquent, concernerait le juge Al-Lapini, qui a eu une implication préalable dans la collecte d'éléments de preuve en ce qui concerne les crimes allégués commis par des membres d'Ansar-Dine pendant la période des charges en l'espèce. Et pour son rôle, lorsqu'elle a rencontré des personnes qui pourraient devenir des victimes participantes et des témoins en cette affaire. Il s'agit également de son rôle en ce qui concerne la fourniture d'informations et de conseils et l'aide apportée aux ONG qui ont déposé la plainte pénale contre M. Alassane, s'agissant d'allégations qui sont également couvertes dans cette affaire. Enfin, il s'agit de son rôle en ce qui concerne les conseils qu'elle a donnés aux autorités judiciaires nationales responsables des procédures nationales contre M. Alassane. Le rôle joué par le juge Al-Lapini est donc clairement identifiable. Et l'on voit effectivement que le juge Al-Lapini a joué un rôle direct et personnel dans ses missions de détermination des faits, également dans la rédaction des conclusions factuelles concernant les crimes allégués commis par Ansar-Dine. Le juge Al-Lapini également a exprimé une opinion en ce qui concerne les crimes visés dans cette affaire, y compris des actes de violence sexuelle comme crimes contre l'humanité. Le juge Al-Lapini a également joué un rôle pour ce qui est d'établir la responsabilité pénale d'auteurs individuels et joué un rôle également pour amener ces auteurs devant la justice. À part l'interdiction large visée à l'article 41.2a lui-même, nous faisons valoir également que les circonstances factuelles en cause en ce qui concerne les lignes directrices judiciaires en matière d'impartialité établies par la Cour européenne. Et je fais référence en particulier à une affaire où les 4 juges ont été remis en cause à cause justement de cette apparence d'impartialité.
Dans cette affaire, le rôle joué par le juge, il s'agit donc du paragraphe 31 du jugement émis par la Cour européenne. Et ce rôle est clairement analogue au rôle joué par le juge Al-Lapini. Deuxième motif, l'impact en ce qui concerne l'apparence d'impartialité de cette procédure, étant donné l'implication de la juge précédemment dans cette affaire. Cette impartialité est remise en cause, premièrement, par les déclarations claires faites par le juge Al-Lapini en ce qui concerne des questions qui concernent cette affaire également. Et deuxièmement, le lien que l'on peut établir entre les questions faisant l'objet d'une enquête par le juge Al-Lapini et puis les questions formulées par la Chambre pour les parties pendant cette confirmation des charges. Pour ce qui est des déclarations citées, il y a une comparution du juge Al-Lapini qui concerne des questions clairement évoquées dans cette affaire. Les éléments de crime contre l'humanité. Ceci est contesté par la défense. Il s'agit du lien entre la violence sexuelle et la mise en œuvre de la charia. C'est une approche qui est clairement contestée par la défense. Elle inclut également le lien entre la charia, le mariage contraint et le viol. Et là, je fais référence en particulier au libellé employé par le juge Al-Lapini, que les éléments de preuve contre Ansar Dine sont clairement établis et que des crimes contre l'humanité et le viol ont effectivement eu lieu. Cette déclaration ne laisse aucun doute. Un observateur raisonnable qui lirait cette déclaration en conclurait automatiquement qu'il n'est plus nécessaire de procéder à une confirmation des charges puisque la conclusion a déjà été tirée. La défense donc s'appuie simplement sur cela. La réaction du juge Al-Lapini également en ce qui concerne les interactions avec les victimes de ces crimes allégués. Et cela donne une apparence que le juge Al-Lapini va probablement baser sa décision sur les impressions qu'elle a pu tirer de ces interactions avec les victimes. Par exemple, dans son rapport de 2013, la juge Al-Lapini écrit que l'affaire la plus frappante est que une écolière en 9e année d'école primaire à Tombouctou eh bien, a été frappée alors qu'elle faisait la lessive. Cette délégation a été informée que la fille avait été défigurée et qu'elle avait été flagellée. La rencontre en question, effectivement, est frappante et cela signifie que cette allégation a touché une corde chez la délégation et elle a créé l'impression qu'une impression durable dans cette délégation, une impression qui peut continuer encore aujourd'hui. Étant donné le système adopté par la Chambre en ce qui concerne la participation des victimes, eh bien, la défense n'a pas eu la possibilité d'identifier de manière très précise de quelle manière le juge Al-Lapini a pu commencer à avoir des interactions avec les victimes et les témoins dans cette affaire et à quel degré. Néanmoins, nous savons que P570 et P547, des témoins de l'accusation, ont bien participé à cette plainte citée précédemment. Nous savons également que Maître Seydou Doumbia, qui est désigné ici pour représenter les victimes en cette affaire, eh bien, était bien un des avocats qui a présenté la plainte devant les tribunaux nationaux. Et dans ses observations publiques concernant les charges, jeudi dernier, Maître Doumbia
a soulevé exactement les mêmes préoccupations que celles exprimées par le juge Alapini en 2014 en ce qui concerne la difficulté d'obtenir des dépositions s'agissant des allégations de violences sexuelles. Et il a invité la Chambre à examiner ces éléments de preuve, à s'interroger si ces éléments de preuve existaient en faisant référence au formulaire de demande. Il a également invité la Chambre à fonder sa décision sur les informations et sur les éléments de preuve, même si ceux-ci ne figuraient pas dans le dossier de la Cour. Nous avons également reçu une requête de l'accusation concernant les témoins P570 et P447. Ces questions semblent avoir l'objectif, les questions posées par la Chambre semblent avoir l'objectif d'inviter l'accusation à étendre les charges pour se conformer aux requêtes de Maître Doumbia. Dans les questions formulées par la Chambre préliminaire, en particulier les questions 2 à 10, eh bien, l'on retrouve des sentiments similaires à ceux exprimés par le juge Alapini Gansou dans son rôle précédent, s'agissant des victimes de violences sexuelles et de mariages forcés. Le fait que ces questions soient maintenant posées par la Chambre dans son ensemble crée également l'apparence que la Chambre manque d'impartialité en ce qui concerne les charges visées ici. Que voudrait la défense maintenant? L'article 41 spécifie bien qu'un juge peut demander à la présidence d'être récusée. Et c'est exactement ce qu'a fait Madame le juge Monaghan, d'ailleurs. La Chambre d'appel a aussi décidé que lorsque le statut donne au juge un certain pouvoir, les parties doivent faire en sorte que les juges puissent exercer ce pouvoir. Et donc, il s'agit de la décision de la Chambre d'appel sur la réexamen extraordinaire en situation de RDC au paragraphe 20. Il s'ensuit que la défense, implicitement, a le droit de demander à cette Chambre de demander auprès de la présidence de récuser l'un des juges, en l'espèce. Ou nous demanderons à ce que l'on suspende temporairement cette confirmation des charges pour que cette question puisse être abordée lors de la plénière des juges. La défense a amplement démontré, dans son mémoire de 113 pages, avec 8 annexes extrêmement détaillées, qu'elle est prête au procès. Il ne s'agit pas d'une manœuvre dilatoire, absolument pas. Mais c'est une évidence. Il faut à l'avance décider sur l'impartialité de ce procès avant de commencer à entendre le fond, bien sûr. Un procès, c'est comme une femme enceinte, on n'est pas à moitié enceinte. Et donc, si la défense a raison et si les 43 questions qui ont été posées par la Chambre peuvent influer sur quoi que ce soit et ont été modifiées par le fait que la juge Alapini s'était impliquée dans l'affaire, et bien dans ce cas-là, tout le processus de confirmation des charges pourrait être entaché d'erreurs. Le remplacement du panel de juges est encore possible. À l'article 61, sous-section 7, il est écrit que la Chambre doit prendre sa décision quant à confirmer les charges au cours des audiences. Donc, il n'y a pas besoin de nommer une chambre avant la confirmation des charges. Pour ce qui est des précédents maintenant, dans l'affaire Bemba, il y a eu bel et bien une confirmation des charges, une audience devant le juge Cole, le juge Diarra et la juge Trandafilova.
Le mandat de la juge Diarra avait été expiré à la fin 2008. Et donc, la présidence a nommé le juge Tarfusser afin qu'il la remplace. Et il a fait partie du panel de juges qui a rendu la décision finale, même s'il n'était pas là au début. Et donc, très respectueusement, nous faisons valoir que, vu le nombre de juges qui travaillent à la CPI, on devrait pouvoir composer un panel de juges où il n'y aurait pas de problème évident dès le départ. Et ce serait une démarche qui permettrait de rendre la position de la Cour plus solide en matière d'impartialité. Alors, s'il y a des suggestions disant que la défense aurait dû soulever cette exception préjudicielle avant, eh bien, Madame Poole va vous en parler. Elle va vous expliquer pourquoi la défense n'a pas pu se préparer correctement en l'affaire lors de la Maître Proust, c'est à vous. Messieurs, Madame les juges, merci. Pour faire suite aux arguments de la conseil principal concernant la conduite de la phase préliminaire et le manque de contrôle judiciaire pendant cette phase, nous allons maintenant aborder une question procédurale qui a été soulevée par le bureau du procureur en juillet 2018 et qui concernait la relation entre M. Alassane et son ancien conseil principal. Les 18 écritures échangées sur cette question étant secrètes, nous ne discuterons pas du tout des détails ou du fond de cette affaire, mais uniquement des conséquences importantes que cette affaire a eues sur la préparation de la défense. Car au-delà de ces détails, ce sont les conséquences de l'entêtement du procureur à soulever une question sans lien avec la présente affaire et dans l'objectif apparent d'intervenir et de s'immiscer dans la relation privilégiée entre un avocat et son client, qui ont eu une incidence sur le travail de la défense. Ceci va au cœur du droit fondamental du suspect à bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Alors que la défense aurait dû pouvoir se préparer sereinement et sans interférence de la part du bureau du procureur, elle a dû, au contraire, mobiliser ses ressources très limitées pour se défendre contre 6 écritures déposées par le procureur sur une question périphérique, sans aucune incidence pour la présente procédure. Les 6 écritures du procureur portent les numéros 77, 87, 99, 110, 118 et 142. Au total, la défense, de son côté, a dû déposer pas moins de 7 écritures en réponse. Elle porte les numéros 78, 89, 97, 109, 112, 137 et 153. La durée de ce litige s'est étendue sur plus de 6 mois de la phase préliminaire. La Chambre, quant à elle, a émis les décisions numéros 96, 106, 116 et finalement la décision 231 ayant clos le litige à la fin janvier de cette année. Et pendant ce temps, la défense est restée dans le noir quant au statut de son conseil principal, entraînant des conséquences importantes pour sa préparation.
Messieurs, Madame les juges, ce litige infructueux aurait pu et aurait dû être évité. D'une part, il semble évident que la première requête du bureau du procureur en juillet 2018 était sans fondement. Il est aussi évident que cette requête constituait une ingérence inacceptable dans la relation avocat-client. La requête initiale aurait dû être rejetée pour ce qu'elle était, c'est-à-dire frivole. Mais d'autre part, si la Chambre avait exercé un contrôle judiciaire approprié, ce litige de 6 mois aurait été considérablement réduit en importance et en temps. L'absence de décision finale pendant plus de 6 mois a forcé la défense à continuer d'utiliser ses ressources pour repousser les tentatives répétées du procureur de perturber le statut du conseil principal. Et au final, la requête initiale du procureur a finalement été déclarée sans objet. Il va sans dire que le temps et les ressources qui ont dû être allouées pour se défendre sur cette question sont perdus et n'ont pas été utilisés pour la préparation de l'affaire. Au moment même où le procureur commençait à divulguer des milliers de pages de preuves et où la défense aurait dû être en mesure de se concentrer sur le fond du dossier. C'est regrettable. Et de notre point de vue, cela a contribué, avec les autres aspects déjà abordés par ma collègue, à la violation des droits fondamentaux du suspect, à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. À ce stade crucial de la confirmation des charges, la défense est donc gravement préoccupée par l'impartialité et l'équité de la procédure, qui sont pourtant des droits fondamentaux protégés par l'article 67 du statut. C'est conclu mes remarques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Prou. Madame la procureure, souhaitez-vous répondre? Merci. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, la défense a présenté des arguments fort étoffés cet après-midi. Évidemment, ce sont des arguments qui ont été présentés au dernier moment et nous ne sommes donc pas prêts à y répondre comme ça à brûle pour point. Ces arguments auraient pu être présentés dans une écriture. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais nous aimerions quand même faire quelques commentaires et présenter certains arguments en ce qui concerne la procédure. Je vais demander au premier substitut du procureur de présenter ses arguments. Le président, Monsieur Duterte, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le juge. Bonjour, Madame la juge. Il y a eu beaucoup de choses évoquées et j'avoue que parmi toutes ces choses qui ont été évoquées et soumises à votre appréciation aujourd'hui par la défense, il n'y a pas grand-chose, à mon avis, qui n'était déjà su par la défense il y a fort longtemps. Et donc, tout cela vient comme des requêtes de dernière minute qui, objectivement, derailent le process et le début de cette audience de confirmation des charges. Manifestement, il y a de multiples informations et problèmes qui sont soulevés. La nature de chacun de ces problèmes peut être complexe à examiner. Et pour chacun de ces problèmes, à nouveau, il y a de longues soumissions qui sont faites. Alors il va falloir que tout cela soit mis par écrit et qu'on puisse y répondre de façon utile.
on y répondra par écrit, mais d'ores et déjà quelques remarques générales sur un certain nombre de points qui méritent quelques observations non exhaustives. Et je le prends dans le désordre, l'ensemble de ces observations. Mais en ce qui concerne les propos et les observations concernant Madame la juge Alipini Gandzou, c'est tout simplement une requête pour disqualification. Votre chambre n'est pas le bon forum pour en parler. Excusez-moi. Et je crois que dans ces circonstances, sur ce point important, il va falloir que l'on ajourne sans doute cette procédure et que le transcript de cette audience soit envoyé à la plénière, à l'Assemblée plénière des juges, avec une demande de traitement rapide. Et à ce moment-là, nous ferons nos observations écrites. Maintenant, laissez-moi revenir sur un certain nombre de points abordés par la défense et qui méritent des clarifications, mais nous reviendrons par écrit lorsque la défense aura détaillé tout cela, parce qu'il y a parfois un certain nombre de propos généraux et on ne sait comment y répondre. Concernant nos obligations d'enquêter à charge et à décharge, c'est très précisément ce que l'accusation a fait, sans fermer les yeux, sans occulter tel ou tel aspect, et en communiquant la preuve potentiellement exonératoire ou utile à la préparation de la défense. Nous avons auditionné de nombreux témoins de toutes sortes, de toutes catégories, des victimes, des insiders, de sorte à avoir tous les angles de vue. Pour chaque témoin, nous avons eu une approche, comme on dit, open-ended, et des questions de follow-up pour pouvoir couvrir tous les angles. Il y a du reste un témoin, le témoin 612, qui a été entendu et après des éléments qu'il nous avait communiqués lui-même et qui correspondaient à nos obligations d'enquêter à décharge. D'ailleurs, la défense a ensuite communiqué avec ce témoin sans respecter le protocole de contact avec les témoins tel que décidé par la Chambre. Donc, nous avons fait notre travail et il est inexact de dire, et caricatural, que nous avons eu des œillères. Ce n'est pas du tout le cas. Alors, effectivement, il y a quelques paquets seulement de preuves purement exonératoires. Mais je dois dire qu'on avait demandé à la défense ces lignes potentielles de défense. Nous n'avons pas reçu de réponse sur le fond. Nous avons communiqué énormément de documents en application de la règle 77, des centaines de documents. Et dans ces documents, il y a aussi de la preuve exonératoire potentiellement. Et nous avons communiqué les auditions des témoins qui contiennent aussi toutes sortes d'informations, principalement incriminatoires, mais aussi règle 77, potentiellement exonératoires. C'est à la défense d'apprécier, en fonction de ses lignes de défense, de sa stratégie, de ce qui relève de telle ou telle catégorie. En d'autres termes, nous avons respecté nos obligations au regard de l'article 54 et en termes de disclosure. Concernant les interviews avec
le suspect, M. Alassane. Je dois dire très clairement, haut et fort, que M. Alassane a été arrêté par les forces de l'opération Serval ou Barkhane et qu'il a été transféré aux autorités maliennes. Nous n'avons absolument rien à voir dans cette arrestation et ce transfert. Nous n'avons rien demandé. Nous avons découvert ça dans les journaux, comme tout à chacun. Quant aux allégations sur le traitement qu'il indique avoir subi en détention par les autorités maliennes, également, nous n'avons aucune implication. Ils n'ont jamais rien fait à notre demande et nous n'avons absolument aucune partie prise dans la manière dont il a été traité. Et surtout, je dois dire qu'il n'y a aucun impact sur le fond de son audition. Ses droits ont été scrupuleusement respectés. Droit à un avocat, droit de ne pas s'auto-incriminer. Tout lui a été dit, redit régulièrement. Et on voit que M. Alassane était à ce point en contrôle qu'il lui arrivait de dire « sur tel sujet, je ne m'exprimais pas, je ne vais pas m'exprimer parce que ça va m'auto-incriminer ». Preuve en est qu'il savait ce qu'il disait. En réalité, la plupart des choses qu'il a dites au bureau du procureur sont des corroborations d'éléments qu'on lui soumettait, des documents qu'il avait signés, des éléments matériels sur lesquels il apparaissait. Et donc, c'est en grande partie de la corroboration. Un régime de détention et de communication qui a été évoqué par la défense, mais quand le parquet demande telle ou telle restriction, c'est au regard des risques encourus par les témoins et les victimes, en application de l'article 68. In fine, c'est la Chambre qui décide, et nous avons fait donc notre travail et rempli nos obligations par rapport à la protection des témoins. La défense allègue encore qu'on aurait refusé de divulguer des éléments de preuve utiles. Alors effectivement, la défense a fait une demande très générale, on appelle une fishing expedition, en demandant tout un certain nombre de choses. Et il lui revenait, le cas échéant, s'il le souhaitait, de saisir la Chambre. Nous avons fait des mails en réponse, des courriels, passez-moi cet anglicisme. Il revenait à la défense de saisir la Chambre face à des demandes qui étaient d'une grande généralité, mais nous n'avons pas laissé les choses en l'état pour autant. Les dernières communications d'éléments de preuve montrent que nous avons fait du suivi sur ce qui nous paraissait pertinent par rapport à ces demandes. Je ne rentre pas dans le détail, mais la défense, comme la Chambre, savent de quoi je parle par rapport aux dernières communications et les paquets de disclosure règle 77, notamment 26 et 27. Il y a maintenant, effectivement, soulevé par la défense, cette liste de 43 questions. Je ne sais pas s'il appartient au parquet de sonder les reins et les cœurs et de parler pour la Chambre. Il me semble que les allégations de la défense sont assez spéculatives sur ce point. Il y a des clarifications demandées, mais surtout les charges telles que élaborées par le parquet sur la preuve. Pardon, Monsieur Duterte, oui. Je dois vous interrompre. Nous sommes arrivés au terme de cette première partie de cette séance, donc de confirmation des charges. Souhaitez-vous continuer votre réponse quand nous allons reprendre la séance à 16 heures ou comment vous calculez votre temps? Écoutez, Monsieur le Président, j'en aurai pour quelques minutes simplement. Je ne vais pas faire durer les choses. J'ai annoncé qu'on ferait par écrit. Je veux être simplement un record sur certains aspects, mais je ne serai pas très long. Je vous remercie. Continuez, s'il vous plaît. Oh, ben non.
Donc les paramètres sont clairs et les preuves, il ne va pas y en avoir des nouvelles qui vont être soumises au gré de questions qui sont posées. Il y a une liste d'éléments de preuves qui a été déposée. Nous avons des charges qui sont précises en termes de nom de victime, en termes de date, en termes de lieu. Il n'y a pas là d'occasion pour le bureau du procureur d'élargir quoi que ce soit. Je pense que je dois être très clair sur cette question. Ce sont des questions pour aider la Chambre auxquelles nous répondrons, à clarifier certains points, mais l'objet n'est pas de rajouter de la preuve ni des charges. Quant aux questions de préjudice soulevées lors de la dernière intervention de Mme Proulx, j'avoue que le préjudice n'est pas vraiment détaillé. Il y a une nouvelle équipe de défense qui est en place depuis plus de temps. Il n'y a jamais eu de demande pour demander davantage de temps et pouvoir se préparer. Donc c'est quelque chose encore là qui arrive à la dernière minute. Et je dois dire qu'on ne voit pas quel est le préjudice effectivement qui a été subi par l'équipe de défense. Je clôt là mes brèves observations, Monsieur le Président, Madame le juge, Monsieur le juge. De manière générale, je soumets qu'il faudra ajourner en transmettant cette question principale de disqualification à la plénière. Et pour le reste, outre les observations écrites que la défense devra faire dans ce cadre et auxquelles nous répondrons, nous attendons également des détails écrits sur tous les autres points soulevés à la dernière minute et qui auraient pu être soulevés bien avant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Duterte. D'une part, on a terminé la première partie de cette séance et il est à présent nécessaire de suspendre cette séance afin que les juges puissent d'ailleurs se concerter. La séance est maintenant suspendue et on va le reprendre à 4 heures. All rise. Veuillez vous lever.